Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Fabien Mulik, vice-président du conseil départemental de l'Isère, en charge de l'environnement, de la filière bois et de l'aménagement des rivières. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. La sauvegarde de l'environnement doit prendre en compte les activités humaines. C'est la ligne de conduite de la politique menée depuis 2015 au département. Une doctrine importante en Isère où le tourisme de montagne doit parfois cohabiter avec des espaces naturels, où le Center Park de Roibon piétine depuis 10 ans et où le loup et les bergers se battent les alpages. L'écologie n'est pas l'apanage de la gauche, mais comment se conjugue-t-elle à droite? On voit cela avec Fabien Mulik, vice-président donc du département, élu sur le canton de Trièves-Matésine, maire de Corps, juste à la limite avec les Hautes-Alpes. C'est ça, tout à fait. Petit village de 500 habitants. Alors, c'est votre première participation au Récap Info. On va commencer par faire un peu mieux connaissance. Vous avez 45 ans, vous êtes infirmier de profession libérale donc. Un métier que vous avez mis un peu entre parenthèses. Oui, un métier que j'ai mis entre parenthèses parce qu'avec plusieurs mandats, c'était difficile d'exercer. Vous êtes donc maire de Corps depuis 2014. Alors, on va présenter un peu ce petit village, à la limite avec les Hautes-Alpes, à 40 km seulement de Gap, un peu loin de Grenoble. Oui, un petit peu loin de Grenoble. D'ailleurs, les gens de Corps ont souvent l'habitude d'aller plutôt à Gap qu'à Grenoble. C'est un village donc, de 500 habitants qui est situé sur la route Napoléon, ce qui est important, puisque ça nous amène pas mal de passages et du coup, ça permet de soutenir notre tourisme. Et surtout, nous sommes au pied de la Salette, avec le sanctuaire qui draine aussi pas mal de monde et qui permet de faire vivre commerce et restaurants dans notre village. Oui, la Salette, un haut lieu de pèlerinage en France, un des tout premiers lieux de pèlerinage après Lourdes. Alors cette route Napoléon, Napoléon s'y est arrêté en 1815 en revenant de l'île d'Elbe et c'est vrai que ça draine encore, c'est assez étonnant d'ailleurs, beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes et notamment beaucoup d'étrangers. Autant certains Français n'aiment pas Napoléon, il a ses fans, notamment en Europe du Nord, et on a beaucoup de Belges, de Hollandais, d'Allemands qui passent, qui s'arrêtent. Et d'ailleurs, nous aménageons en ce moment notre village et nous donnons une petite note napoléonienne aux aménagements, avec soit un aigle, soit l'insigne N. Qu'on peut découvrir au fil des rues sur le véritable chemin de Napoléon, puisqu'il est passé dans le village. Il n'a pas suivi la route actuelle, bien entendu. Alors, le Corps est aussi connu pour le barrage du Sauté, on en reparlera un peu plus loin, barrage hydroélectrique construit dans les années 30. Pour revenir à vous, Fabien Mulik, vous avez été élu conseiller général du canton en 2011, puis réélu sur le nouveau canton Trièves-Matésine en 2015, avec en binôme Frédéric Puissat. À chaque fois d'ailleurs, ces deux élections, vous avez failli les rafler au premier tour. Oui, à chaque fois, il s'en est fallu de peu. Puis bon, quelques voix qui manquaient. Bon, écoutez, l'essentiel, c'est d'y arriver. Alors, c'est un canton Trièves-Matésine qui est très vaste, mais peu peuplé. 72 communes pour 30 000 habitants. C'est un canton rural. Oui, c'est ça. On est même dans la dérogation par rapport au seuil de population. Mais c'est difficile de rajouter encore de la surface pour ramener des habitants. Parce que je peux vous dire que parcourir 72 communes, c'est très, très difficile. Et on est sur plus de 220 km². Et voilà, quand on fait une tournée le week-end avec Frédéric, c'est tout de suite une épopée, quoi. Oui, parce qu'en plus, il y a des barrières naturelles, il y a des montagnes, il y a des fleuves à franchir, des rivières à franchir, donc c'est effectivement assez étendu. Vos passe-temps, tourner autour de la nature? Essentiellement autour de la nature, effectivement. Jeune, j'allais plutôt à la pêche, maintenant plutôt à la chasse. J'aime le jardin, j'aime la randonnée, j'aime la montagne. J'ai quelques ruches et j'adore les abeilles. Voilà ce que je fais du peu de temps libre qu'il me reste. Voilà qui occupe donc le vice-président à l'environnement que vous êtes au département. Alors vous avez lancé cette semaine la nouvelle campagne estivale des espaces naturels sensibles. On va y revenir largement dans un instant. Avant cela, un mot sur le positionnement du département en matière de politique environnementale. La sauvegarde de l'environnement doit prendre en compte les activités humaines. C'est ce que vous dites? Oui, complètement. Je crois qu'il ne faut pas chercher à sortir l'homme de son milieu naturel. Il ne faut surtout pas l'exclure. Nombre de nos paysages sont façonnés par la main de l'homme. C'est le cas des alpages, c'est le cas des forêts qui sont plus aujourd'hui des forêts primitives. Elles sont exploitées, elles sont entretenues, elles sont gérées. Et il faut savoir concilier à la fois la protection de l'environnement, mais aussi les usages qui sont très anciens,
dire, l'exploitation forestière, la chasse, l'agriculture, la pêche, le pastoralisme sont des activités qui doivent continuer, qui doivent perdurer parce qu'ils façonnent nos paysages. L'écologie intelligente, ça n'est pas la sanctuarisation des espaces. Oui, alors je me bats là-dessus. Un espace naturel ne doit pas être mis sous cloche. On voit rapidement que des interventions, quand il y a besoin d'une intervention, c'est difficile en fonction des réglementations. Vous prenez quelque chose de très fermé comme un parc national, c'est toujours impossible de réagir rapidement sur un animal qui serait malade, sur un animal, un prédateur qui poserait problème, alors qu'on peut le faire sur un milieu ouvert. Et du coup, ça nous fait des réservoirs de nuisances où la main de l'homme n'a pas lieu d'être. Et ça, aujourd'hui, c'est pour moi pas concevable. D'ailleurs, dans les espaces naturels sensibles que le département gère, eh bien, il y a parfois des chasseurs, des battues de chasse. C'est important, dites-vous, pour équilibrer les espèces. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, tout ça se fait en concertation, puisque nous mettons toujours en place un comité de gestion qui associe utilisateurs, élus, partenaires associatifs. On se met d'accord sur le plan de gestion, on voit ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Alors parfois, la chasse est libre, parfois elle est organisée en battue 2 à 3 fois dans l'année, mais en tout cas, face à notamment une prolifération de sangliers, ça serait dommageable de ne pas pouvoir intervenir, puisqu'il y aurait aussi des dégâts sur les espèces en place, notamment les espèces végétales. Ça, quand votre majorité est arrivée au pouvoir, au département en 2015, c'était assez nouveau de dire les chasseurs sont autour de la table et ce sont des partenaires naturels de l'écologie. Oui, ce qui est surtout nouveau, c'est qu'on ait repris en main ces questions environnementales. Puisque ce qui se passait avant, c'était plutôt de l'écologie, de la protection de l'environnement par procuration. On subventionnait certaines associations qui faisaient à peu près ce qu'elles voulaient, et on n'avait pas forcément un retour de comment était utilisé l'argent public via le budget du département. Aujourd'hui, on a tout remis en régie. Ce sont nos techniciens, nos ingénieurs qui font les plans de gestion, qui font les diagnostics. On n'a pas exclu les associations parce qu'elles ont une vraie richesse. On n'a pas souvent besoin d'elles pour des diagnostics, pour des conseils, pour de l'action sur le terrain. Mais dans ce cas-là, elles agissent plutôt en prestation, en fait, en action, plutôt que qu'on leur fasse un chèque en blanc et puis qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Ouais, là, vous revenez implicitement sur cette polémique du début de mandat, sur les subventions à certaines associations, où le département a dit on ne donne plus de subventions de fonctionnement, mais des fonctionnements qui sont ciblés, qui sont fléchés. Tout à fait. Et d'ailleurs, il était, à mon avis, inconscient de faire ça, puisque les associations, derrière, ont créé des emplois qui étaient adossés à des subventions forcément non pérennes. Donc, ce n'était pas très responsable de faire ça. Est-ce que certains écologistes ont, selon vous, des positions trop radicales ? Oui, alors des extrémistes, il y en a de partout. Mais c'est vrai qu'il y a quelques écologistes aujourd'hui qui le sont. Et puis surtout, vous l'avez dit en introduction, l'écologie, c'est l'apanage de personne. Ça doit être un mode de vie, ça doit être une prise de conscience de chacun, dans chacun des gestes que l'on fait tous les jours, dans les décisions qu'on fait tous les jours. Quand on prend sa voiture, quand on isole son logement, quand on trie ses déchets, chacun doit avoir ça en tête, le développement durable et ce qu'on laisse derrière nous aux générations futures. Quand on évoque les écologistes, les grands projets en Isère, et j'en parlais aussi en introduction, on évoque assez rapidement le Center Park dans notre département, ce village vacances à Roibon, un dossier qui piétine depuis 10 ans, qui a vu se multiplier les recours judiciaires, les expertises, les contre-expertises, et notamment au cœur du débat, les fameuses mesures promises par le groupe Pierre et Vacances pour compenser les effets du projet sur les zones humides. Est-ce qu'on en fait trop dans ce type de dossier ou est-ce que c'est indispensable pour maintenir une biodiversité ? La question des mesures compensatoires se justifie du moment où on détruit sur certaines zones pour certains projets des espèces végétales ou animales, on doit compenser à côté. Ce qui est parfois délicat, c'est le mode de compensation. On vous demande parfois de compenser 3 hectares pour 1 hectare détruit.
Tout ça pour rattraper le retard des décennies précédentes où rien n'était fait dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, ça devient compliqué d'abord de trouver des zones à réaménager, parce que tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, fait très attention à ce qu'il fait. Alors des fois, c'est un petit peu punitif de se retrouver avec un projet qui est là, qui est viable, qui va créer de l'emploi, qui va créer de la richesse. On voudrait bien faire, on voudrait compenser, et derrière, on a un petit peu du mal à trouver les zones. Mais bon, aujourd'hui, il y a des procédures qui sont en cours, administratives. Je crois qu'il faut laisser faire tous les diagnostics nécessaires. Je suis persuadé qu'on arrivera au bout du tunnel. Vous avez employé un mot qui est intéressant, c'est le mot de punitif. On fait peut-être trop aujourd'hui, selon vous, d'écologie punitive ? Il y en a eu beaucoup trop. Aujourd'hui, j'essaie de réconcilier tout le monde. C'est le travail, la mission que je me suis donnée, de mettre les gens autour de la table, d'assurer ce multi-usage de l'environnement, qu'on puisse vivre ensemble et que voilà, quand un randonneur croise un chasseur, c'est pas la peine de se fusiller du regard, quoi. Chacun est là pour une bonne raison, il faut se respecter l'un et l'autre, et voilà. Ce vendredi à Marseille, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a présenté les pistes d'un plan pour mieux préserver la biodiversité. L'idée est qu'on arrête d'empoisonner la nature, d'artificialiser les sols, selon ses propres termes. Alors il faut dire que c'est vrai, l'artificialisation des sols a fait perdre depuis 2006 à l'agriculture des milieux naturels et au milieu naturel une surface qui serait équivalente au département du Val-de-Marne. C'est énorme. Est-ce qu'on artificialise trop les sols? On sait qu'en Isère, le foncier est rare et cher. Est-ce que c'est une attention particulière du département? Oui, ça fait partie aussi des mesures qu'on cherche à compenser. Et en tout cas, on cherche aussi aujourd'hui à moins imperméabiliser les sols. Il y a des possibilités assez souvent de faire des parkings en stabilisé plutôt qu'en enrobé. Il y a des gestions d'eau pluviale derrière, il y a des questions de ruissellement, de dégâts d'orage. Il y a un tas de choses à prendre en compte. Et c'est vrai que l'espace naturel, à force de le rogner, il finit par diminuer. Donc il faut tout vraiment calculer au maximum. Mais les procédures encadrent énormément tous les projets. Aujourd'hui, il faut passer par un permis d'aménager pour le moindre parking qui est supérieur à 50 places. Et puis de la même façon pour les permis de construire. Vous parlez de la gestion d'eau, c'est intéressant. On parlera tout à l'heure des risques d'inondation, puisque c'est une de vos autres casquettes au département. Je reviens à la biodiversité. Beaucoup d'associations environnementalistes estiment que l'agriculture est l'une des toutes premières à incriminer par la surutilisation de pesticides, d'herbicides. Là, vous dites on en fait trop, les agriculteurs ne sont pas d'aussi gros pollueurs qu'on le dit? Oui, alors déjà, ces gens-là devraient se rappeler que les agriculteurs ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de famine en Europe depuis l'après-guerre. C'est quand même pas si vieux que ça, et c'est bien grâce à cette pratique intensive de l'agriculture, le remembrement des parcelles plus grandes, plus de mécanisation, qu'on est arrivé à l'autosuffisance alimentaire, voire peut-être aujourd'hui à une surproduction parfois. Déjà, il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Ensuite, aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi chez les agriculteurs et de plus en plus, il y a des pratiques vertueuses qui sont mises en place. On fait attention à moins arracher les haies, voire on replante les haies. Les pesticides sont très encadrés. Tout ce qui est pulvérisation, etc., ça passe par un certificat. Et puis, tout est question de dosage et de rendement. On est plus aujourd'hui sur des mesures d'agriculture raisonnée, plutôt que réellement intensif, en particulier dans le département. Alors dans le plan biodiversité de Nicolas Hulot, il y a aussi les ours dans les Pyrénées et les loups dans nos montagnes, en particulier dans nos massifs alpins. Le ministre souhaite 500 loups d'ici la fin du mandat. Il y en aurait à peu près 360 aujourd'hui. Pour de nombreux éleveurs, la cohabitation entre le loup et les moutons, les troupeaux, cette cohabitation est impossible. C'est d'ailleurs aussi l'avis de la députée de La République En Marche en Isère, Monique Limon. Écoutez et vous réagissez. À notre idée, cette cohabitation ne peut être réfléchie et travaillée que territoire par territoire. On ne va pas faire la même chose en montagne, en plaine, près des habitations ou pas. Donc nous, on mise
encore une fois, sur l'intelligence des professionnels et de travailler avec. C'est-à-dire que c'est vraiment... J'entends bien, mais ça veut dire combien de loups dans nos alpages isérois? Est-ce qu'on donne des autorisations d'abattage? Aujourd'hui, on peut abattre 40 loups chaque année en France. Est-ce que c'est suffisant? Je ne peux pas vous répondre à ça. Moi, je ne sais pas s'il en faut 40, 41 ou 38. En revanche, ce que je sais, c'est que le loup est là et qu'on doit garder quand même notre pastoralisme, qu'on doit quand même garder nos troupeaux. Donc, comment on fait à partir de là pour que le loup puisse vivre à un endroit sans venir empiéter sur les troupeaux? Comment on fait? Comment on fait? On se protège et on fait en sorte que le loup ne soit pas partout. Parce que sinon, effectivement, il y a des mélanges, il y a même des mélanges de races avec les patous, etc. Les hybridations, oui. Oui, et du coup, c'est invivable pour tout le monde. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut le traiter au niveau territoire par territoire. Et ça veut dire que vous ne seriez pas hostile concrètement à ce qu'on autorise, entre guillemets, le loup à être sur les zones non pâturées et sur les zones pâturées avoir des prélèvements plus nombreux? Oui, absolument. Absolument, parce qu'il faut... le vivre ensemble, il est quand même compliqué. Donc, pour pouvoir le faire qu'il existe, il faut avoir des solutions, parfois jusqu'au boutiste. Des solutions parfois jusqu'au boutiste. Fabien Mullic, dans le passé, vous avez eu, vous aussi, des solutions assez radicales, en disant le loup et les bergers et les troupeaux, c'est absolument incompatible. Oui, je pense que le loup et le pastoralisme sont incompatibles, effectivement. Le problème dans cette affaire, c'est qu'on a tout pris à l'envers dès le départ. On essaie de gérer la croissance d'une espèce, alors qu'on ne s'est jamais posé la question sur la capacité du milieu à accueillir cette espèce et dans quelle quantité. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Hulot, qui veut 500 loups. Je pense, et il n'y a pas que moi qui le fais, qui le pense aussi, c'est qu'à partir de 200 spécimens, la biodiversité est respectée. Il y aura suffisamment d'individus pour se reproduire. Je ne dis pas qu'il faut éradiquer les loups. Donc posons-nous déjà cette question-là. Et surtout, respectons les éleveurs. Laissons-les avoir le droit de défendre leurs troupeaux et leurs biens. Si jamais un loup rentre dans un troupeau, commence à faire un carnage, que le berger tire dessus, ça va être un hors-la-loi, puisqu'il aura abattu une espèce protégée, alors qu'il ne fait que défendre son bien. Et comme je le disais tout à l'heure, ce pastoralisme est indispensable dans nos montagnes. Donc il faut, vous vous battez pour l'autodéfense des troupeaux? La légitime défense, c'est de la légitime défense, oui. Il y aurait 360 à 400 loups aujourd'hui dans nos massifs français. Vous dites 200 c'est acceptable, au-delà c'est difficile de cohabiter. Ça veut dire qu'il y a à peu près 200 loups à abattre? Oui, moi je pense qu'il faut abattre tous les loups qui posent un problème. Clairement, quand un sanglier reste dans la forêt, il est très bien. Quand il rentre dans un champ de maïs, on tire dessus. Donc après, voilà, il faut être pragmatique. Il ne faut pas non plus faire du dogmatisme sur une espèce qui est protégée par la Convention de Berne, c'est vrai, mais qui est là, qui est en croissance et qui n'a pas tout à fait le même statut dans notre pays que dans d'autres pays d'Europe. En Espagne, le piégeage, par exemple, à visée scientifique est autorisé. Dans certains pays de l'Est, le piégeage et le tir pour la chasse ou la fourrure sont autorisés. Donc il y a quand même des avancées qui sont possibles. Vous allez jusqu'à dire que le loup peut être classé comme certaines autres espèces animales, comme un nuisible, s'il est en surnombre? Alors, on n'est pas au stade du nuisible. Je ne dis pas ça, ni même et surtout pas au statut de gibier, parce que sinon sa responsabilité en viendrait aux chasseurs et on n'en veut surtout pas. Mais je pense que c'est une espèce à réguler et surtout à limiter dans son expansion, parce qu'un jour il y aura des problèmes. On a un problème connexe, peut-être qu'on parlera de tourisme tout à l'heure, mais c'est la présence des chiens de protection sur les alpages. Aujourd'hui, c'est une mesure qui est obligatoire pour un éleveur pour justifier d'être indemnisé. D'avoir des patous, voilà, d'avoir des chiens patous ou des bergers du Caucase. Et certains chiens, je suis désolé, ont des comportements déviants, parce qu'à un moment, il en a fallu beaucoup, ça a été produit un petit peu n'importe comment. À un moment, on a eu besoin de chiens pas trop sociabilisés, pour pouvoir protéger les troupeaux. Et on a quelques individus qui mordent les mollets des randonneurs. Alors quand on est maire d'une commune de montagne, qu'on a des chemins de grandes randonnées ou du PDIPR, qu'on accueille des randonneurs en sachant qu'on a un chien dangereux là-haut, c'est directement de la responsabilité du maire qui est engagée.
Allez, en Isère, s'il y a bien des sites où la biodiversité est au cœur de toutes les préoccupations, ce sont bien les espaces naturels sensibles. Vous avez donc lancé, Fabien Mulic, cette semaine une nouvelle campagne estivale pour faire découvrir ces sites au grand public, ces fameux ENS. Alors là, on voit par exemple le marais de Montfort. Qu'est-ce que c'est un ENS ? Un ENS, donc un espace naturel sensible, c'est une zone qui a été identifiée comme riche de la présence de certaines espèces végétales ou animales. Elle est diagnostiquée par une association environnementale ou par un bureau d'études. Et ensuite, le dossier est présenté au département qui labellise en tant qu'ENS cette zone, ce qui permet de mettre un financement sur l'aménagement, la protection de cette zone. C'est un financement qui est issu de la taxe d'aménagement, c'est-à-dire qu'il peut servir absolument qu'à des fins environnementales. On ne va pas gréver le budget du département pour ça, c'est quelque chose de spécifique. Et ensuite, on confie la gestion soit à la commune si elle en a les moyens, notamment en ressources humaines, soit à l'intercommunalité, soit le département garde la gestion du site, notamment sur les sites emblématiques. Alors on va revenir sur quelques-uns de ces ENS. Un mot quand même sur la fiscalité, vous en avez un peu parlé. C'est une fiscalité dédiée, c'est-à-dire qu'en gros, sur un permis de construire, il y a une partie des taxes d'aménagement qui servent à financer les ENS. On ne peut pas s'en servir pour autre chose, c'est ça ? Tout à fait. Alors ça sert à financer tout ce qui est au titre de l'environnement et du développement durable. Donc on l'utilise notamment pour nos ENS. Alors, il y en a combien en Isère ? 21, c'est ça ? Alors, 21 ENS départementaux, mais c'est plus de 130 sites qui sont labellisés et qui sont gérés soit par des communes, soit par des intercos. Alors, les ENS qui sont gérés par le département, quelques exemples. On a vu le marais de Montfort à Crolles. Il y en a donc 20 autres. Quelques exemples. Le col du Coq, emblématique, les Écouges, le Peuil, dont on va probablement parler. La tourbière de l'Étang. La tourbière de l'Étang. Beaucoup de sites humides, de marais, de mares, de tourbières, c'est des sites qui sont de plus en plus rares. Alors les zones humides sont les zones naturelles qui ont le plus souffert parce qu'elles n'étaient pas cultivables à l'époque. Elles ont souvent été remblayées pour construire dessus, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des mesures compensatoires, c'est notamment celle-ci qu'on doit compenser à 3 pour 1 parce qu'il y a vraiment eu des dégâts sur ces zones. Et parallèlement, elles sont très très riches. C'est un milieu qui est très riche, notamment en espèces végétales, en insectes, en libellules, mais aussi en oiseaux migrateurs et sédentaires. Et ça, c'est des vraies vitrines pour du patrimoine naturel qu'on veut faire découvrir à nos Isérois. Alors, exemple très concret à Clé, près de Grenoble. Cette semaine, vous avez lancé cette nouvelle saison à la tourbière du Peuil. C'est à 900 mètres d'altitude. Un site sur lequel le département a aussi rénové une ferme pour en faire un lieu d'accueil pour les visiteurs et un lieu de vie pour un berger durant l'été. Reportage. Située à 30 minutes de Grenoble, la tourbière du Peuil est un espace naturel sensible très fréquenté. C'est la plus grande tourbière du Vercors et l'une des rares zones humides du massif, un site à l'écosystème très dense. Comme dans toute tourbière, on trouve des espèces qu'il n'y a que dans ce genre de milieu, c'est-à-dire par exemple des plantes carnivores comme les drosera, les grassettes. C'est un milieu humide, donc on trouve aussi tout un cortège de libellules, mais on trouve aussi de nombreux amphibiens, on trouve des tritons. Il y a aussi tout autour une mosaïque de milieux, des prairies sèches, des prairies semi-sèches, de la forêt de moyenne montagne, des haies, des fourrés. Et tous ces milieux, c'est autant de supports pour une faune et une flore très variées. Des particularités qui font de cet espace naturel sensible un lieu idéal pour la pédagogie. Et c'est dans ce cadre-là que le département propriétaire de la tourbière a décidé de remettre en état la ferme du Peuil. Un des objectifs est aussi de l'ouvrir aux scolaires, notamment les collégiens. Il faut prévoir les jours où les conditions climatiques ne sont pas bonnes. Donc pour ne pas que la sortie scolaire tombe à l'eau, c'est bon d'avoir un lieu où on peut malgré tout faire l'éducation à l'environnement en étant sur place et leur faire voir un certain nombre de choses. La ferme du Peuil est maintenant composée de 2 salles, une salle d'exposition et une salle pour les scolaires, mais également d'un logement pour le berger. Cette ferme est donc un véritable atout pour l'ENS de la commune de Clé qui n'aurait pas pu prendre à sa charge les travaux. La partie la plus basse de Clé est à 260 mètres d'altitude, la partie la plus haute est à 1560 mètres. Donc cette partie intermédiaire avec un ENS, c'est un peu le contrepoids de l'urbanisme que certains trouvent outrancier sur la partie basse, mais c'est de dire il y a de l'urbanisme, mais aussi il y a un moyen d'évasion pour la population ou pour la population de l'agglomération aussi.
À l'occasion de l'inauguration de la ferme, le département a également lancé sa campagne estivale d'animation nature et patrimoine qui a lieu jusqu'au 17 septembre. Au total, plus de 160 animations sur les espaces naturels sensibles du département sont proposées. Fabien Mulic, on est là sur un exemple concret très significatif de la politique qui est menée au département, parce qu'on est à la fois sur la sauvegarde de la nature et la sauvegarde du patrimoine et l'activité humaine. Là, on est vraiment à la confluence de toutes les questions. C'est vrai que la question du patrimoine bâti, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans notre politique environnementale. Il y avait un vrai savoir-faire des anciens sur ces constructions. Il y avait une vraie utilité. Et quand on voit le résultat de la réhabilitation, enfin, moi, je suis très fier du travail de nos agents et des entreprises, dont je rappelle que 4 sur les 6 sont de l'Isère en plus. Ça nous permet aussi de faire un peu d'économie à travers l'environnement. Et du coup, comme c'est un multi-usage, le berger qui était là, hébergé soit dans une caravane, soit dans un algeco en fonction des saisons, a un vrai logement aujourd'hui décent pour garder son troupeau sur place. On a de l'accueil pour les scolaires, pour les publics que nous appelons, nous, empêchés. Donc c'est à la fois les personnes à mobilité réduite, en situation de handicap. Ça peut être aussi des personnes âgées, puisqu'on a des liens avec des EHPAD pour des visites, mais aussi un public social, parce que vous savez, quand on a un peu des difficultés économiques dans la vie, on n'a pas forcément envie d'aller s'occuper d'environnement. Et c'est à nous d'amener ce public-là, de les faire sortir un petit peu de leur quotidien pour leur faire découvrir des choses qui sont à 2 pas de chez eux et qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc on voit bien qu'il y a cette tourbière, cet espace naturel, et puis il y a toutes les conditions et l'organisation de l'accueil. On en revient à cette volonté d'ouvrir au maximum la découverte. Oui, complètement. Au fur et à mesure qu'aujourd'hui, j'ai fait le tour de tous les ENS départementaux. Mais ça a été une vraie découverte dans chaque, puisque s'il y a des espèces qu'on retrouve de part et d'autre, il y a toujours une spécificité, soit géologique, soit archéologique, soit patrimoniale. Et comme je disais, on a ça sous les yeux, on n'en a pas toujours conscience. C'est pour ça qu'on a mis aussi en place cette campagne des guides ENS, on a augmenté leur nombre d'ailleurs, on est passé de 16 à 14 depuis 2015, sur une période plus longue pour pouvoir toucher les périodes scolaires, donc de mai à septembre. Et ces personnes qui ont tous une formation en environnement vont vous accompagner et vont vous faire voir ce que vous n'êtes pas capable de voir au premier abord. 14 guides ENS hier, 16 aujourd'hui, pour des animations qui sont aussi très variées, très adaptées en fonction des publics. Je disais par exemple qu'on pouvait très bien faire des jeux de pistes, des balades contées ou des balades lecture. Oui, tout à fait, il s'adapte absolument à toutes les situations. Et j'ai notamment vu l'année dernière deux agents qui accompagnaient des polyhandicapés avec une patience qui était vraiment à toute épreuve et simplement peut-être à la fois le chant des oiseaux, leur faire toucher une plume, quelque chose comme ça, c'est des moments qui sont vraiment exceptionnels. Et puis vous parliez des scolaires, le département aide aussi les collèges, les écoles pour aller sur place et notamment en finançant les transports. Il y a des parcours spéciaux. Tout à fait. Alors non seulement les scolaires arrivent dans un lieu départemental avec du personnel du département, mais en plus nous donnons une bourse au transport pour ce type d'action sous réserve que l'école s'engage à un cycle de 3 visites dans ce cadre. Les espaces naturels sensibles du département à découvrir donc tout au long de l'été avec une campagne qui s'appelle Nature et patrimoine. Désormais, on revient à cette notion de patrimoine. Fabien Mulic, parmi vos attributions au département, il y a aussi l'aménagement des rivières et la lutte contre les crues. Vous présidez le SIMBI, alors c'est le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère. C'est un peu compliqué, mais ce sont de très gros travaux qui sont menés depuis quelques années, depuis 2012, notamment pour protéger Grenoble des risques de crues et d'inondations. Oui, tout à fait. Le but est d'éviter une crue bicentenale qui a donc une chance sur 200 de se produire et qui pourrait amener jusqu'à 1 mètre d'eau dans les rues de Grenoble en créant plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Et peut-être aussi des victimes. Alors, voilà. c'est pas théorique, puisque cette crue est arrivée en 1859. 1859, c'est ça. Et donc, toute une série de travaux sont organisés sur les berges de l'Isère. Reportage.
Des communes encerclées par les eaux, des routes barrées, des habitants exténués et un scénario catastrophe que la métro ne veut pas voir sur son territoire. Depuis le 1er janvier, la collectivité prend en charge la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Une compétence colossale puisque le territoire compte 3 cours d'eau majeurs, le Drac, l'Isère et la Romanche. Nos pères ont fabriqué des systèmes d'endiguement depuis des décennies. Près de 134 km de digues aujourd'hui dans le territoire pour nous protéger. Notre rôle, c'est donc de les entretenir, de les renouveler, de faire évoluer ces systèmes d'endiguement, là aussi en créant des ouvrages plus robustes, plus forts. L'Isère a du caractère et en cas d'inondation majeure, comme celle de 1859, les dégâts seraient estimés à plus d'1 milliard d'euros. Il faut donc conforter les digues et créer des déversoirs. La métro a missionné le SIMBI pour mener à bien ces travaux. Créé en 2004, le syndicat mixte des bassins hydrauliques a montré son expérience avec le chantier Isère-Amont, initié en 2012 pour un montant de 135 millions d'euros. On sait que la crue de référence, pour nous, c'est une bicentenale qui a été mesurée à 1950 mètres cubes seconde. Dans Grenoble, au droit de la Porte de France, sous les ponts, il passe 1220 mètres cubes. Ce qui veut dire que la différence, il faut qu'on la stocke en amont de la ville de Grenoble. Et c'est pour ça qu'on a ce projet qui permet de mobiliser des terres agricoles et des forêts. Donc c'est 3500 hectares qui sont mobilisés. On va les inonder volontairement pour écrêter la crue et laisser passer juste le calibrage adapté dans Grenoble. Avec cette nouvelle compétence, le budget de la métro augmente de 7 millions d'euros pour la période 2018-2020, dont 3 millions de dépenses nouvelles. La taxe dite Gemapi a spécialement été créée. Elle sera financée à hauteur de 2,5 millions d'euros via la taxe foncière, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises. Voilà, donc la métropole agit sur son territoire en sous-traitant entre guillemets au SIMBI, et le SIMBI a évidemment une compétence plus large sur l'ensemble des bassins versants, et notamment sur la Romanche, le Drac également. Oui, alors aujourd'hui, départements et métropoles sont à égalité dans le SIMBI. Nous travaillons vraiment au coude à coude sur cette question, sur ces 3 axes majeurs, Romanche, Drac, Isère. Et nous essayons d'ailleurs, nous avons convaincu les autres intercommunalités voisines de nous rejoindre, de Pontcharrat jusqu'à la confluence avec la Drôme, pour créer un super SIMBI, parce que la question de l'inondation, elle se règle sur un bassin versant complet. Et ce bassin versant de l'Isère, c'est tout le Sud-Isère, qu'on le veuille ou non. Évidemment, les inondations et les crues ne connaissent pas les limites territoriales administratives. Ce qu'on voit en revanche dans ce reportage, c'est l'ampleur de ces chantiers et leurs coûts colossaux. Oui, on est sur des coûts qui sont vraiment très importants. 135 millions d'euros juste pour Isère-Amont. Il y a eu aussi pas mal d'argent dépensé sur la Romanche. Il y en aura encore pour la question de l'inondabilité de la plaine de Loisan. Et nous allons nous attaquer dans les années à venir à la question du Drac et de la digue, la fameuse digue de la 480. On va rester sur les cours d'eau pour évoquer l'avenir de nos barrages hydroélectriques. Récemment, vous avez manifesté dans une chaîne humaine aux côtés de la CGT et du Parti communiste sur le barrage du Sauté. Bon, il faut dire que c'est chez vous, sur la commune de Corps. Vous avez manifesté contre l'ouverture à la concurrence de ces barrages. Alors, c'est une exigence de la Commission européenne, mais la France se montrerait, selon vous, un peu trop zélée à faire appliquer cette exigence. Oui, alors c'est bien le maire de Corps qui va s'exprimer, parce que le département ne prend pas position dans cette affaire, sauf peut-être dans l'écriture de la SLGRI, la stratégie locale pour du risque inondation, où on demande quand même à ce que les barrages, le rôle écrêteur des barrages soit pris en compte. Aujourd'hui, aux yeux de l'État, un barrage est transparent un jour de crue, alors qu'on sait très bien qu'il y a moyen de retenir un petit peu d'eau et d'en relâcher quand il faut. On parlait du Drac, évidemment. Ces barrages, ils sont essentiels pour gérer le flux du Drac. Oui, le maire de Corps que je suis est évidemment confronté directement sur cette question de mise en concurrence, parce que c'est pas le rôle d'un élu de faire le VRP d'une entreprise en particulier, mais tous les gens qui travaillent dans ce barrage habitent sur ma commune.
le mari de ma secrétaire de mairie travaille au barrage, son enfant vient à l'école, la boulangerie tourne avec les gens du barrage. Donc on a toute une vie communautaire avec ces gens-là et on a des accords avec l'opérateur historique. Je dis volontairement opérateur historique parce que ça serait la CNR sur le Rhône, ça serait exactement la même chose. Aujourd'hui, c'est EDF. Aujourd'hui, c'est EDF chez nous. Il y a des accords qui sont passés. Nous avons une base nautique sur le lac du Sauté, puisqu'on fait un peu de tourisme aussi à la belle saison. Et il nous faut une côte du lac qui soit convenable pour le nautisme, pour la baignade, pour la plage, pour ce que vous voulez. Et c'est en accord avec eux, où EDF accepte de produire un petit peu moins pendant cette période pour nous tenir une côte confortable. Voilà, c'est tout ce genre d'accord qui peut être mis en difficulté sur la mise en concurrence. Alors, je ne dis pas que d'autres ne sauront pas faire. En tout cas, moi, je sais ce que j'ai aujourd'hui, et je ne sais pas de quoi il fait l'avenir. On verra donc comment évolue ce projet d'ouvrir à la concurrence les barrages hydroélectriques. Le Sauté serait un des tout premiers concernés en France si tout ce projet arrivait à bout en 2020 précisément. Vous parliez de tourisme, on va parler un peu du tourisme sur votre canton, Matésine, Trièves et Beaumont, puisque Corps c'est dans le pays du Beaumont, un territoire qui peut compter des atouts de poids, mais qui pourtant est assez peu connu des Grenoblois. Oui, alors c'est notre difficulté et on aimerait bien attirer un petit peu plus les habitants de la cuvette grenobloise chez nous. Il faut venir aussi chez nous, pas que dans le Vercors, en Chartreuse ou en Belledonne. Nos principaux atouts, c'est déjà les montagnes et les lacs. On a vraiment un pays vert et bleu. Qui permet de se ressourcer, d'être au grand air, de se rafraîchir. Donc les lacs, c'est Monténard, c'est Lafré qui sont très connus. Tout à fait, les grands lacs, Monténard, mais même il y a le Sauté aussi. Et puis quelques lacs de montagne plutôt sympathiques. Et puis nous avons aussi des animations qui sont tout à fait intéressantes. Aujourd'hui, le Trail des Passerelles a quand même gagné ses lettres de noblesse. Je ne sais pas combien on est d'inscrits, mais on doit être pas loin. On a dû dépasser les 4000 pour cette édition, qui aura lieu du 13 au 15 juillet. Donc les sports de pleine nature. Il y aura la journée adrénaline aussi le 3 juin à Ponsonna. C'est les 30 ans du saut à l'élastique. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui perdure dans le temps et qui nous amène pas mal de monde. Un des sites les plus vertigineux d'Europe pour sauter à l'élastique. C'est ça. Ah ouais. Bon, vous évoquez tout à l'heure à Corps, évidemment, le pèlerinage de Notre-Dame de la Salette. On peut évoquer le musée de la Mine-Image et le petit train de la Mure. Alors ça y est, il est remis sur les rails ? Le petit train de la Mure et le chantier a démarré. Il n'est pas encore sur les rails, mais l'entretien de la voie a commencé. Les entreprises ont commencé à s'activer. C'est des travaux qui sont visibles par tous. Aujourd'hui, les gens sont rassurés parce qu'une certaine partie de la population avait baissé les bras, n'y croyait plus. Nous allons signer la délégation de service public avec EDIS courant juin. Là. Donc, on va pouvoir rassurer tout le monde. Moi, c'est le point d'orgue de mon mandat. J'étais là pour ça. On y est arrivé. Je suis très très content que Jean-Pierre Barbier, Chantal Carluoz se soient investis autant sur cette question. Et ils ont compris qu'avec ce petit train, on pouvait aussi en faire une locomotive du tourisme en Isère. Donc premier passager 2020, on maintiendra le délai ? Oui, le calendrier sera tenu. 120 000 passagers par an, c'est l'objectif. Vous avez évoqué les prochains rendez-vous dans votre canton. N'oubliez pas la fête de la transhumance à Corps. La fête de la transhumance, le 8 juin. C'est une tradition. Tout à fait, et c'est une vraie transhumance à pied, puisqu'il y a 2000 moutons qui partent du Trièves et qui arrivent à Kifronier-Tape à Corps et qui montent à la Salette. C'était une très belle fête où vous êtes bien entendu tous conviés. Très belle fête de village, donc les 8 et 9 juin prochains. Bon, c'est très joli, le Trièves, la Matésine, mais c'est très difficile d'accès. National 85, départemental 1075. On met du temps pour aller chez vous quand même. Oui, on a clairement un problème de desserte et du retard s'est accumulé sur ces axes. Et puis se pose aussi la question de la sécurité. Frédéric Puissat a fait un très très gros travail sur la 75. Il va falloir travailler bien entendu, vu les montants, avec l'État et la région, sur des contrats de plan État-région. Il y en aura plusieurs, ça va prendre un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, les discussions avec l'État sur le financement sont engagées et nous travaillons sur des points singuliers
à sécuriser, qui sont en général des carrefours entre des départementales et des communales, des zones un petit peu dangereuses, et puis surtout donner la possibilité aux gens de pouvoir dépasser, puisque c'est à chaque fois comme ça que les accidents arrivent, et on pourra créer jusqu'à 6 km de créneaux de dépassement à la montée vers Luce, la Croix-Haute, et 3 km dans l'autre sens, parce que bien entendu, quand vous êtes derrière un camping-car coincé qui n'avance pas, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui prend un risque, et on sait la dangerosité de cette route qui a fait 3 accidents mortels au mois de mars, donc il était grand temps de s'y atteler. Donc ça, c'est pour la 1075, donc une départementale. Pour aller chez vous à Corps, c'est la nationale 85. Là aussi, on attend quand même des travaux pour des améliorations de chaussée, des zones de dépassement. Oui, tout à fait, sauf que cet axe est sous la responsabilité de l'État. Je suis un peu moins optimiste. Il doit rester quelque chose comme 3 millions d'euros de disponibles qui vont essentiellement être absorbés par la portion des lacs de Petitché à Pierre-Châtel, qui est en très mauvais état. Ça va faire du bien aussi. Nous allons les accompagner, nous, départements, sur tout ce qui est jonction avec les routes départementales. Bon, il faut prendre le temps d'aller entre Yèvres, Matésine, dans le Beaumont. C'est finalement pas si loin que ça, une quarantaine de minutes. Merci beaucoup Fabien Mulic d'avoir été notre invité. Merci, vous serez les bienvenus. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet pour le supplément, le bonus du Récap Info avec le vice-président du département. Et bien sûr, la semaine prochaine avec un nouvel invité.